Les médias du monde entier en général, et ceux de la France en particulier, s'en donnent à cœur joie. Le Canada, la belle province, vit en ce moment un cauchemar. Sécheresse absolue, température digne du feu de l'enfer, incendie à grande échelle, bref, la catastrophe. Bien évidemment, le réchauffement climatique a été mis à l'honneur et les responsables du réchauffement climatique, à savoir les épouvantables humains, destructeurs de la planète, ont été cloués au pilori. Et là, je dois l'avouer, j'ai culpabilisé grave, je veux dire. Bah oui quoi, je roule avec une vieille guimbarde au diesel. Je chauffe ma vieille baraque avec une vieille chaudière au fioul. Je ne suis pas rigoureux sur le tri sélectif pour les poubelles. Et j'en ai donc conclu que cette affaire du Canada, j'en étais le grand responsable. J'ai d'ailleurs écrit à Greta Thunberg pour qu'elle m'accorde généreusement son pardon pour tous mes manquements. En guise de pénitence, j'ai décidé, puisque je détruisais le Canada, de connaître au moins son histoire. Et je me suis plongé dans la célèbre Histoire du Canada, écrite par Robert Lacour-Gaillet, le grand historien, et publiée par Fayard, la célèbre maison d'édition. Et tout d'un coup, je lis avec stupeur, vers la page 300 et quelques, qu'autour des années 1850, le Canada central a subi une série de catastrophes climatiques extraordinaires. Absence totale de pluie pendant des années, température insupportable, terres agricoles transformées en sable, hommes et animaux de villages entiers mourant de faim et de soif, et j'en passe. Mais alors, à cette époque, ma vieille guimbarde au diesel ne polluait pas encore le monde entier, ma vieille chaudière au fioul non plus. Donc, je ne suis pas responsable de la catastrophe actuelle du Canada. J'en suis transporté de bonheur. Du coup, je viens d'écrire à Greta Thunberg pour lui dire que je lui retirais ma demande de pardon qui n'a plus de raison d'être. Et je suis tellement soulagé que je viens de rallumer mon chauffage central alors qu'on crève de chaud dans ma maison et que je sillonne sans aucune raison ma région avec ma vieille guimbarde au diesel pour mon seul plaisir. En quelque sorte, j'ai repris goût à la vraie vie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pendant que nous nous écharpons sur les mérites comparés des différentes candidatures qui se profilent à l'horizon des élections présidentielles de 2022, nos bien-aimés députés bruxello-strasbourgeois travaillent dur pour achever le peu de civilisation européenne qui nous reste. J'en veux pour preuve la décision récente du Parlement européen de nous doter d'un magnifique fonds, que dis-je ? Un fonds sans puits, que dis-je, 2 magnifiques fonds sans puits, car il y en a même 2 pour le prix d'un. Premier fonds, le fonds Asile, Migration et Intégration, doté de 10 milliards d'euros tout de même, qui soutiendra les politiques d'asile et de migration, attention, pas d'émigration, par exemple vers l'Europe, mais de migration dans toutes les directions, mais surtout vers l'Europe. Second fonds, un fonds pour la gestion intégrée des frontières, doté pour sa part de 6 milliards d'euros tout de même, pour la gestion des frontières extérieures. Puisque le premier fonds est destiné à ouvrir tout grand nos frontières, le second fonds doit sans doute servir à vérifier la réalité de cette ouverture. Tout cela pour la coquette somme de 16 milliards d'euros tout de même. Ils en ont des sous-sous à Bruxelles, qui l'eût cru, après tout ce qu'ils viennent déjà de déverser en aide covidique. Donc l'Europe, la belle Union européenne qui pense à tout et travaille à nous bâtir un avenir radieux, veut mieux organiser la migration régulière. Moi, quand j'entends migration régulière, j'entends immigration constante, permanente et surtout ininterrompue. Il est vrai que des migrations régulières, on n'en a pas assez, n'est-ce pas? Il est donc important d'institutionnaliser tout ça, de rendre tout cela pérenne. Madame le rapporteur du projet nous l'a assuré. Ouvrez les guillemets.
Ces investissements profiteront non seulement à l'économie européenne, mais aussi à la société dans son ensemble. Fermez les guillemets. Oui, oui, madame, nous avons compris, vous parlez du vivre ensemble heureux, naturellement. Je pense que cette brave dame, une certaine citoyenne de Slovénie du nom de Tanja Fajon, ne doit pas être très au courant du problème gigantesque que pose l'invasion migratoire de l'Europe. Et c'est cette même Europe qui tape sur les doigts de l'ami Viktor Orban parce qu'il veut encourager les Hongrois à épouser des Hongroises et les familles hongroises à faire des petits. Voilà une politique qui pourrait être utilement soutenue par un troisième fonds européen. Mais avant que l'Europe soutienne une politique nataliste, vraiment nataliste à la mode hongroise, Angela Merkel se sera mariée avec Macronor Covidor et comme dans les contes de fées, ils auront 33 enfants, tout beaux, tout blonds. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas si c'est un effet de la météo de cet été 2021, qui est particulièrement volatile, mais le vent souffle et fait tourner les girouettes, tant et si bien qu'on ne sait plus où donner de la tête. Guillaume Pelletier, ex-dirigeant de l'UMP puis des Républicains, moulin à vent et homme politique professionnel, en est tout tourneboulé et sa trajectoire politique, déjà bien déboussolée, a définitivement perdu le nord de la cohérence et des convictions. Ce fringant jeune homme a à peu près tout essayé. Il a commencé au Front National Jeune, puis a rallié Bruno Maigret et son mouvement national républicain, avant de basculer dans les rangs de Philippe de Villiers et du Mouvement pour la France, qu'il a délaissé pour l'UMP, devenu les Républicains. Au sein du principal parti de la droite, il a joué à peu près tous les chevaux de la bourre dans l'espoir que l'un d'entre eux franchisse la ligne d'arrivée. Dernièrement, il vitupérait contre le Front républicain incarné par Muselier et Bertrand. Il a tenté sa chance, visiblement sans trop de succès, auprès de l'outsider Zemmour, puis a fini par retourner au bercail pour aller lécher les babouches de Xavier Bertrand au motif que le phénix des Hauts-de-France serait le plus à même de battre Emmanuel Macron. Le parti de Guillaume Pelletier, c'est le Front National Républicain pour la France en marche. C'est simple, non ? On nous glisse dans l'oreillette qu'il lui reste en effet à tenter le coup auprès de l'actuel président de la République. Oh, en cherchant bien, il a bien un petit poste, un petit Marocain bien chic pour lui dans un coin. Macronor Tyranor a bien réussi à attirer dans ses filets Aurore Berger, l'alter ego féminin de Pelletier, qui maîtrise elle aussi à un degré rare l'art du retournement de veste pour avoir servi François Fillon, puis Alain Juppé, puis Manuchon en fin de parcours. Prends-en de la graine, Guillaume, tente le coup avec Macron, et si ça ne marche pas, il ne manquera plus que les insoumis et les troxystes à ton tableau de chasse. Patience, patience, laissons faire le lent travail de l'âge et de la raison. Guillaume Pelletier finira sûrement par rejoindre un jour les rangs de la révolution prolétarienne, et au soir de sa mort, il pourra dire « Je n'ai servi à rien, mais j'ai bien vécu ». Sur cette conclusion ébouriffante, je vous souhaite une bonne soirée. C'est bien connu. Avec l'âge vient le temps de la sagesse. En voici la preuve. Voilà des décennies que le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand sillonne le ciel pour nous montrer les beautés de la planète Terre. Il a dû d'ailleurs griller dans ses petites promenades célestes un certain nombre de litres de kérosène, n'est-ce pas? Mais c'était pour la bonne cause, défendre et protéger notre bonne vieille Terre. En matière de défense de l'environnement, il a de beaux titres de noblesse. Il préside la fondation d'utilité publique Good Planet. Il est à l'origine du programme Action Carbone. Bref, il est un écolo engagé, comme on dit.
Vous connaissez certainement ces albums, La Terre vue du ciel, La France vue du ciel, L'Île-de-France vue du ciel, l'Algérie, la Bourgogne, l'Alsace vue du ciel, bref, toutes les régions de France vues du ciel. Il a même photographié des chats vus du ciel. Je ne sais pas comment il a fait pour les voir, mais il les a vus. Il semblerait même qu'il soit en train de sortir un album dont le titre serait « Le Covid vu du ciel ». C'est ce qui s'appelle avoir trouvé le bon filon, on peut le dire. Mais bon, soyons honnêtes, à la différence de Greta Thunberg, mon amour, notre Suédois stressé, Yann Arthus Bertrand, avec ses beaux clichés, a au moins le mérite de nous montrer de jolies choses à voir, plutôt qu'une tête d'enfant pourri gâtée pas contente. Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu qu'en traversant le ciel, Arthus Bertrand soit tombé sur un ange et ait eu de ce fait une révélation divine un beau jour de juillet 2021. Car il semble que notre écolo ait eu une sorte d'illumination. Car ce qu'il a dit décoiffe toutes les coiffures, même celles des chauves. Et oui, Michaud Blanquer. La transition énergétique, la protection de la planète, le réchauffement climatique, la diminution du gaz à effet de serre, tout ça, c'est bien joli, mais on fait comment, qu'il a dit le bon Yann. Cela va mettre du temps avant que tous les petits Chinois renoncent à leurs centrales à charbon qui polluent 15 milliards de fois plus que ma poubelle mal triée de Malcuisine. Il faut donc trouver autre chose, explorer d'autres pistes. Et c'est là que ça décoiffe. La vérité, c'est que sans le nucléaire, on n'y arrivera jamais. En tant qu'écologiste convaincu, j'ai été anti-nucléaire très longtemps, mais je le suis un peu moins maintenant. Il ne pourra malheureusement pas y avoir de transition énergétique durable sans le nucléaire. Voilà les propres paroles du maître. Oui, nous avons bien entendu. Pour être écolo, on a besoin du nucléaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yann Arthus Bertrand, Yab pour les intimes. Maintenant que le phénix de la photographie écologique a montré la voie, il ne reste à espérer que d'autres suivront ses pas. Yannick Jadot, Éric Piolle, Pierre Urmic, tous nos braves maires verts complètement perchés. Et puis, rêvons un peu, peut-être que Greta, elle aussi un jour, aura l'illumination. Rien n'est impossible à Dieu, puisque c'est le pape François qui l'a dit, il faut le croire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ma dernière chronique, avant des vacances d'été bien peu méritées, je dois l'avouer, il m'est impossible de vous quitter sans vous donner des nouvelles de la femme que j'aime le plus au monde. Je veux parler de Marlène Schiappa. Comment puis-je aimer à ce point Marlène Schiappa? Il faut que je me fasse psychanalyser, car tout cela est sûrement freudien. Je me permets donc de l'interpeller, ma Marlène d'amour. Que se passe-t-il? Quelle mouche t'a piqué à défaut du vaccin? Que s'est-il passé pour que toi, la reine de la toile et de la bienveillance démocratique, tu te laisses ainsi aller aux pires avanies? Imaginez un peu, la Marlène, notre égérie nationale, dans le cadre d'une campagne d'information sur le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne, n'a rien trouvé de mieux sur son compte Twitter que de livrer en pâture l'une de ses contradictrices. Son nom, son prénom, son compte personnel, tout. Allez-y, lâchez-vous, qu'elle disait la Marlène d'amour. Cette dame, c'est une horreur, on peut y aller, on peut lui taper dessus. Une dame que je ne connaissais pas jusque-là, mais qui a pour principal défaut de ne pas être d'accord avec la plantureuse Marlène, s'est donc retrouvée stigmatisée, clouée au pilori sur son mur Twitter par la Marlène et copieusement invectivée grâce à toutes les insultes à la mode, homophobes, racistes, j'en passe et des meilleurs. C'est chouette pour cette chère dame, parce que maintenant, son nom et sa photo circulent dans tous les titres de presse. Elle devient la femme à abattre avec l'autorisation d'un membre du gouvernement. En plus, mesdames et messieurs, la chasse à la dame est ouverte.
Tout cela n'a pas franchement plu à cette charmante dame, dont je tiens pour ma part à conserver l'anonymat. Elle a dû menacer Marlène Schiappa de poursuites judiciaires, car la grossière attaque menée contre elle par la Marlénou d'amour s'appelle justement du cyberharcèlement, et ça finit au tribunal. De la part d'une ministresse qui est censée lutter contre le cyberharcèlement, ça fait tâche quand même. La Marlène a fini par s'en rendre compte et a courageusement supprimé le tweet accusateur. Ah Marlène, Marlène, comment comprendre tes bourdes à répétition? Il y a des jours quand même où je me pose des questions. Mais je n'ose formuler à haute voix mes hypothèses. On pourrait croire que je manque de respect à ma ministresse adorée, ce qui n'est évidemment pas dans mes intentions. Bon, je vous livre quand même mes interrogations parce que sur TV Liberté, on ne cache jamais la vérité. Marlène, elle serait pas un peu bête des fois? Bête ou alors pas très très futée quoi? Ou alors un peu stupide? Ou alors elle fait exprès? Le mystère reste entier, mais il faut creuser toutes ces pistes. Il me reste à vous quitter avec tristesse jusqu'à la mi-août et vous souhaite d'ici là, du fond du cœur, le meilleur temps de repos possible pour que nous puissions aborder la période cruciale des prochains mois dans les meilleures conditions personnelles et que la belle communauté TV Liberté soit assurée de toute mon amitié et de toute ma sympathie. Je vous souhaite de très bonnes vacances.